Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Des fleurs pour Algernon. De Daniel Keyes. Huitième partie. Compte rendu numéro 13. 10 juin. Nous sommes dans un stratojet qui va s'envoler vers Chicago. Je dois ce compte rendu à Burt qui a eu l'idée lumineuse de me le faire dicter sur un magnétophone. Une secrétaire le tapera à Chicago. Nemur trouve l'idée excellente. En fait, il veut que j'utilise le magnétophone jusqu'à la dernière minute. Il estime que cela ajoutera un élément à son rapport s'il fait entendre la bande magnétique la plus récente à la fin de la réunion. Et me voilà donc, assis seul dans notre compartiment privé d'un jet en route pour Chicago, essayant de m'habituer à penser tout haut, de m'accoutumer au son de ma voix. Je suppose que la secrétaire dactylographe peut éliminer tous les a et donner à tout cela un air naturel sur le papier. Je ne peux pas empêcher d'être comme paralysé quand je pense aux centaines de personnes qui vont écouter les paroles que je prononce maintenant. Mon esprit est vide. En ce moment, ce que je ressens est plus important que tout le reste. L'idée de ce vol aérien me terrifie. Autant que je puisse le dire, je n'avais jamais vraiment compris, avant l'opération, ce que sont les avions. Je n'avais jamais fait la liaison entre les images de cinémas et les gros plans d'avions à la télé et les engins que je voyais passer dans le ciel. Maintenant que nous allons décoller, je ne peux que penser à ce qui arriverait si nous tombions. Cela me fait froid dans le dos et je me dis que je ne veux pas mourir. Et me reviennent à l'esprit toutes ces discussions au sujet de Dieu. J'ai souvent médité sur la mort durant ces dernières semaines, mais pas vraiment sur Dieu. Ma mère m'emmenait de temps en temps à l'église, mais je ne me souviens pas d'avoir jamais relié cela à l'idée de Dieu. Elle parlait souvent de lui, et je devais lui faire ma prière du soir, mais je n'y ai jamais attaché beaucoup d'importance. Je me souviens de lui comme d'un oncle éloigné avec une longue barbe, assise sur un trône, comme le Père Noël d'un grand magasin, assis dans son beau fauteuil, qui vous prend sur ses genoux, vous demande si vous avez été bien sage et ce que vous voudriez qu'il vous apporte. Elle le craignait, mais elle lui demandait quand même des faveurs. Mon père ne parlait jamais de lui. C'était comme si Dieu avait été un parent de Rose et qu'il préférait ne pas avoir à le fréquenter. « Nous allons décoller, monsieur. Voulez-vous que je vous aide à attacher votre ceinture ? » ?»« Est-ce obligatoire ? Je n'aime pas être attaché. Seulement le temps du décollage. Je préférerais ne pas l'être, sauf si c'est indispensable. J'ai la phobie d'être attaché. Cela va probablement me rendre malade. »« C'est le règlement, monsieur. Laissez-moi vous aider. »« Non, je le ferai moi-même. »« Non, ce bout passe par là. »« Attendez, ça va. » Ridicule. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. La ceinture n'est pas trop serrée, ne fait pas mal. Pourquoi le fait d'attacher cette sacrée ceinture serait-il si terrifiant? Pourquoi redouter aussi les vibrations de l'avion au décollage? L'anxiété est hors de proportion avec la situation. Il faut trouver une autre explication. Laquelle? S'envoler dans des nuages sombres et les traverser, attacher vos ceintures, être attaché, la tension, l'odeur du cuir imprégné de sueur, les vibrations et un rugissement dans mes oreilles. Par le hublot dans les nuages, je vois Charlie. Son âge est difficile à dire, environ 5 ans, avant Norma. « Êtes-vous prêts, tous les deux ?» Son père se montre à la porte. Il a un aspect lourdeau, dû surtout à l'empattement mou de son visage et de son cou, l'air fatigué. « J'ai dit, êtes-vous bientôt prêts ?»« Juste une minute, » répond Rose. « Je mets mon chapeau. Regarde si sa chemise est boutonnée et attache ses lacets. » « Allons, viens, qu'on en finisse. »« Viens où ?» demande Charlie. « Charlie va où ?» Son père le regarde et fronce les sourcils. Matt Gordon ne sait jamais comment réagir aux questions de son fils. Rose apparaît à la porte de sa chambre, arrangeant la voilette de son chapeau. Elle est comme un oiseau et ses bras levés, les coudes écartés, ressemblent à des ailes.
Nous allons chez le docteur qui doit t'aider à devenir intelligent. » Derrière sa voilette, on dirait qu'elle le regarde à travers un grillage. Il est toujours effrayé quand il s'habille comme cela pour sortir, parce qu'il sait qu'il va rencontrer d'autres personnes et que sa mère n'aime pas cela et qu'elle se fâchera. Il a envie de se sauver, mais il n'y a aucun endroit où il puisse aller. « Pourquoi lui avoir dit cela ?» dit Matt. « Parce que c'est la vérité. Le docteur Guarino peut certainement l'aider. » Matt va et vient, comme un homme qui a abandonné toute espérance, mais qui tente encore une fois de raisonner. « Comment le sais-tu? Que sais-tu de lui? Si l'on pouvait y faire quoi que ce soit, les docteurs nous l'auraient dit depuis longtemps. »« Ne dis pas cela !» s'écrie-t-elle. « Ne me dis pas qu'on ne peut rien y faire !» Elle saisit Charlie et lui presse la tête contre sa poitrine. « Il sera normal, nous ferons tout pour cela, quel qu'en soit le prix. »« Cela ne s'achète pas avec de l'argent. C'est de Charlie qu'il s'agit. Ton fils unique. » Elle le berce d'un côté à l'autre, maintenant proche de la crise de nerfs. « Je ne veux pas t'entendre parler comme cela. Les médecins ne savent pas, alors ils disent qu'on ne peut rien y faire. Le docteur Guarino m'a tout expliqué. Ils ne veulent pas s'intéresser à son invention, dit-il, parce qu'elle prouvera qu'ils sont dans l'erreur. C'est arrivé pour d'autres savants, Pasteur, Jennings et le reste. Il m'a tout dit sur les beaux docteurs qui ont peur du progrès. » Répliquer ainsi à Matt la détend et lui rend son assurance. Quand elle lâche Charlie, il s'en va dans le coin et s'appuie contre le mur tout tremblant. « Regarde, » dit-elle, « tu l'as encore terrifié. »« Moi ? Tu te mets toujours à discuter de cela devant lui. »« Ah bon sang. Allons, viens qu'on en finisse. » En chemin, ils évitent de se parler. Silence dans le bus et silence en marchant depuis l'arrêt du bus jusqu'au grand immeuble dans le centre de la ville où se trouve le cabinet du docteur Guarino. Au bout d'un quart d'heure, celui-ci entre dans le salon d'attente pour les recevoir. Il est gros et presque chauve. On dirait qu'il va éclater dans sa blouse blanche. Charlie est fasciné par ses gros sourcils et sa moustache blanche qui, de temps en temps, remue par saccades. Quelquefois, c'est la moustache qui s'agite la première, puis les deux sourcils qui se lèvent, mais parfois ce sont les sourcils qui se lèvent en premier et la moustache qui se tord ensuite. La grande pièce laquée de blanc dans laquelle Guarino les fait entrer sent encore la peinture fraîche. Elle est presque nue, 2 bureaux d'un côté et, de l'autre, une énorme machine avec des rangées de cadrans et 4 longs bras comme ceux des appareils de dentiste. Tout à côté, une table d'examen recouverte de cuir noir avec d'épaisses sangles de fixation. « Bon, dit Guarino en levant les sourcils. « Voilà donc Charlie. » Il lui prend l'épaule. « Nous allons être de bons amis. »« Pouvez-vous réellement faire quelque chose pour lui, docteur Guarino ?» demande Matt. « Avez-vous déjà traité ce genre de cas? Nous n'avons pas beaucoup d'argent. » Les sourcils s'abaissent comme des volets quand Guarino plisse le front. « Mr. Gordon, ai-je parlé de ce que je peux faire? Ne dois-je pas l'examiner d'abord? Peut-être peut-on faire quelque chose, peut-être pas. Il faudra d'abord effectuer des tests physiques et mentaux pour déterminer les causes de l'encéphalopathie. On aura tout le temps ensuite de parler de pronostic. En fait, je suis très occupé en ce moment. Je n'ai accepté d'examiner son cas que parce que je me livre à une étude spéciale sur ce type de retard mental. Bien entendu, si vous avez des doutes, alors... » Sa voix se perd dans une pointe de tristesse, et il fait le geste de partir. Mais Rose donne un coup de coude à Matt. « Mon mari ne voulait absolument pas dire cela, docteur. Il parle trop. » Elle lance un regard à Matt pour l'inviter à s'excuser. Matt pousse un soupir. « S'il existe un moyen de venir en aide à Charlie, nous ferons tout ce que vous direz. Les affaires ne vont pas en ce moment. Je vends des articles de coiffeur, mais tout ce que j'ai, je serais heureux de le... Et il y a un point sur lequel je dois insister, dit Guarino en pinçant les lèvres comme s'il prenait une décision. Une fois que nous aurons commencé, le traitement doit être poursuivi jusqu'au bout. Dans ce genre de cas, les résultats se produisent souvent brusquement, après de longs mois sans aucun signe d'amélioration. Non pas que je vous promette de réussir, comprenez-moi bien, rien n'est garanti. Mais vous devez laisser au traitement une chance d'agir, sinon il vaut mieux ne pas le commencer du tout. Il les fixe d'un regard sévère pour que son avertissement leur entre bien dans la tête, et ses sourcils froncés forment des volets blancs sous lesquels luisent ses yeux bleus. Maintenant, si vous voulez bien me laisser pour que j'examine l'enfant. Matt hésite à laisser Charlie seul avec lui, mais Guarino fait un signe de la tête. « Par ici !»
dit-il en les faisant passer dans le salon d'attente. Les résultats sont toujours meilleurs lorsque le patient est seul avec moi pour les psychotests. Les distractions extérieures pourraient perturber la chaîne des scores lors des tests. Rose sourit triomphalement à son mari et Matt sort docilement derrière elle. Seul avec Charlie, le docteur Guarino lui tapote la tête. Il a un sourire bienveillant. « Allons, mon garçon, allonge-toi sur la table. » Et comme Charlie ne réagit pas, il le soulève et le couche doucement sur le cuir rembourré de la table, puis il l'attache solidement avec les sangles. La table sent le cuir imprégné de sueur. « Maman !» Elle est là tout près. N'aie pas peur, Charlie. Cela ne te fera pas mal du tout. « Veux maman !» Charlie est attaché de cette façon. Il n'a aucune idée de ce qu'on lui fait, mais d'autres docteurs n'ont pas été tellement gentils après que ses parents avaient quitté la pièce. Guarino essaie de le calmer. « Voyons, ne t'inquiète pas, mon garçon. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu vois cette grosse machine? Sais-tu ce que je vais faire avec ?» Charlie se fait tout petit, puis il se rappelle des paroles de sa mère. « Me rendre intelligent. » C'est ça. Au moins tu sais pourquoi tu es ici maintenant. Ferme les yeux et détends-toi pendant que je tourne ces boutons. Cela va faire un grand bruit, comme un avion, mais cela ne te fera pas mal. Et nous verrons si on peut te rendre un petit peu plus intelligent que tu ne l'es maintenant. Guarino tourne le commutateur. La grande machine se met à bourdonner, des lumières rouges et bleues clignotent. Charlie est terrifié. Il tremble, se débat dans les sangles qui le fixent à la table. Il va hurler, mais Guarino lui met rapidement un tampon de linge sur la bouche. « Voyons, Charlie, pas de ça. Sois un bon petit garçon. Je te dis que cela ne te fera pas mal. » Charlie tente encore de hurler, mais tout ce qu'il peut émettre, c'est un cri sourd, étouffé, qui lui donne envie de vomir. Il sent une humidité collante le long de ses cuisses, et l'odeur lui dit que sa mère va lui donner une fessée et le mettre au coin pour avoir fait dans sa culotte. Il n'a pu se retenir. Chaque fois qu'il se sent pris comme dans un piège et que la panique s'empare de lui, il ne peut plus se retenir, et il se salit. Il étouffe, il est malade, il a la nausée, et tout devient noir. Aucun moyen de savoir combien de temps passe, mais quand Charlie rouvre les yeux, le tampon n'est plus dans sa bouche et les courroies ont été retirées. Le docteur Guarino fait semblant de ne pas sentir l'odeur. « Eh bien, cela ne t'a pas fait mal, n'est-ce pas ?»« Non. »« Bon, alors pourquoi trembles-tu comme ça? Tout ce que j'ai fait, c'est d'utiliser cette machine pour te rendre plus intelligent. Quel effet cela te fait-il de te sentir plus intelligent maintenant que tu ne l'étais avant ?» Oubliant sa panique, Charlie regarde la machine avec de grands yeux. « Suis devenu intelligent ?»« Mais oui, bien sûr. Recule un peu. Comment te sens-tu ?»« Sale, fait dans ma culotte. »« Oui, bon, tu ne le feras pas la prochaine fois, n'est-ce pas? Tu n'auras plus peur puisque tu sais que cela ne fait pas mal. Maintenant, je veux que tu dises à ta maman combien tu te sens intelligent. Elle t'amènera ici 2 fois par semaine pour ce traitement de régénération encéphalique par ondes courtes, et tu deviendras de plus en plus intelligent, et encore plus intelligent. » Charlie sourit. « Je peux marcher à reculons. »« Ah, oui, tu peux. Voyons cela, » dit Guarino en fermant son dossier comme si cela le passionnait. « Fais-moi voir. » Lentement, avec beaucoup de peine, Charlie fait plusieurs pas à reculons, trébuchant au passage contre la table d'examen. Guarino sourit et hoche la tête. « Alors ça, c'est un succès. Attends, tu deviendras le petit garçon le plus intelligent de ta rue avant que nous en ayons terminé avec toi. » Charlie rougit de plaisir à ces compliments. Ce n'est pas souvent que les gens lui font des sourires et lui disent qu'il a réussi à faire une chose ou une autre. Même sa peur de la machine et d'être attaché sur la table commence à s'effacer. « De toute la rue ?» Cette pensée le gonfle au point de ne pouvoir plus aspirer davantage d'air dans ses poumons. « Plus intelligent même que Jaime ?» Guarino sourit encore et affirme. « Plus intelligent que Jaime. » Charlie considère la machine avec un émerveillement et un respect nouveau. La machine le rendra plus intelligent que Jaime qui habite 2 maisons plus loin et qui sait lire et écrire, comme chez les Boy Scouts. « Elle est à vous, cette machine ?»« Pas encore. Elle appartient à la banque. Mais elle sera bientôt à moi et alors je pourrai rendre intelligent des tas de petits garçons comme toi. » Il caresse la tête de Charlie et ajoute « Tu es beaucoup plus gentil que pas mal d'enfants normaux que leur mère m'amène ici en espérant que je pourrai en faire de génies en élevant leur quotient intellectuel. »« Seront des génies si vous élevez leur quotient ?» Il tourna les yeux vers la machine pour voir si elle avait pu élever son quotient. « Vous ferez moi un génie ?»
Avec un rire amical, Guarino le prend par l'épaule. « Non, Charlie, tu n'as pas à t'inquiéter de cela. Il n'y a que les sales mômes qui deviennent des génies. Tu resteras ce que tu es, un bon gosse. » Puis, réfléchissant, il ajoute « Bien entendu, un peu plus intelligent que tu ne l'es maintenant. » Il ouvre la porte et conduit Charlie vers ses parents. « Le voilà. Pas du tout affecté par cette expérience. C'est un bon petit garçon. Je pense que nous deviendrons de grands amis, n'est-ce pas, Charlie ?» Charlie hoche la tête. Il veut que le docteur Guarino l'aime bien, mais il est effrayé quand il voit l'expression sur le visage de sa mère. « Charlie, qu'as-tu fait ?» « Ce n'est qu'un accident, Mrs. Gordon. Il a eu peur la première fois, mais ne lui faites pas de reproches. Ne le punissez pas. Je ne voudrais pas qu'il établisse une liaison entre la punition et le fait de venir ici. » Mais Rose Gordon est malade d'embarras. « C'est dégoûtant. Je ne sais plus quoi faire, docteur. Même à la maison, il s'oublie. Parfois quand nous avons du monde chez nous. Et je suis tellement honteuse quand il fait cela. » Devant le dégoût exprimé par le visage de sa mère, il se met à trembler. Pendant un petit moment, il avait oublié combien il est un vilain garçon et à quel point il fait souffrir ses parents. Il ne sait pas comment, mais cela l'effraie quand elle dit qu'il la fait souffrir et qu'elle pleure et qu'elle crie sur lui. Il se tourne vers le mur et se met à gémir doucement. « Voyons, Miss Gordon, ne le perturbez pas comme cela et ne vous inquiétez pas. Amenez-le-moi toutes les semaines, le mardi et le jeudi, à la même heure. Mais est-ce que cela lui fera vraiment du bien? 10 $, c'est beaucoup de... » « Matt !» Rose lui prend la manche. « Est-ce le moment de parler de ça? Ton propre fils, quand peut-être le docteur Guarino peut le rendre comme les autres enfants, avec l'aide du bon Dieu, et tu parles d'argent !» Matt voudrait se défendre, mais il réfléchit et sort son portefeuille. « Je vous en prie, » murmure Guarino, comme s'il était embarrassé à la vue de l'argent. « Mon assistante, qui est au bureau à l'entrée, s'occupera de tous les arrangements financiers. Je vous remercie. » Il s'incline à demi devant Rose, serre la main de Matt et tapote le dos de Charlie. Gentil petit garçon, très gentil. Puis, souriant de nouveau, il disparaît derrière la porte de son cabinet. Matt et Rose discutent tout au long du chemin du retour. Lui se plaint que les articles de coiffeur se vendent mal et que leurs économies diminuent. Rose réplique en criant que rendre Charlie normal est plus important que tout le reste. Effrayé de les entendre se quereller, Charlie pleure tout bas. Le ton de colère dans leur voix lui fait mal. Aussitôt qu'ils entrent dans l'appartement, il se sauve dans un coin de la cuisine derrière la porte, le front contre le mur carrelé, tremblant et gémissant. « Je ne pique pas une crise de nerfs. J'en ai simplement assez de t'entendre te plaindre chaque fois que j'essaie de faire soigner ton fils. Tu t'en fiches. Oui, tu t'en fiches tout simplement. » « Ce n'est pas vrai, mais je me rends compte qu'on ne peut rien y faire. Quand on a un enfant comme lui, c'est une croix qu'il faut supporter sans se plaindre. Eh bien, je peux le supporter. Mais je ne peux pas supporter tes bêtises. Tu as dépensé presque toutes nos économies chez des charlatans et des escrocs. De l'argent que j'aurais pu employer pour me monter une bonne petite affaire à moi. Oui, ne me regarde pas de cette façon, hein. Avec tout l'argent que tu as jeté par la fenêtre pour faire ce qui est impossible, j'aurais pu avoir un magasin de coiffure à moi au lieu de m'échiner à faire le représentant pendant 10 heures par jour. Ma propre affaire avec des gens qui auraient travaillé pour moi. Arrête de crier. Regarde-le, il a peur. Que le diable t'emporte. Maintenant, je sais qui est l'idiot ici, moi. Parce que je te laisse faire. » Furieux, il sort en claquant la porte derrière lui. « Désolé de vous interrompre, monsieur, mais nous allons atterrir dans quelques minutes. Il faudrait que vous attachiez de nouveau votre ceinture. »« Oh, vous ne l'avez pas détachée. Vous l'avez gardée attachée depuis New York, près de 2 heures. Je l'avais oubliée. Je la laisserai comme cela jusqu'à ce que nous ayons atterri. Elle ne semble plus me gêner. » Maintenant, je comprends d'où j'ai tiré cette extraordinaire motivation pour devenir intelligent qui étonnait tellement tout le monde au début. C'était un désir qui hantait Rose Gordon jour et nuit. Sa peur, sa culpabilité, sa honte que Charlie fût un idiot. Son rêve que cela puisse se guérir. La question la plus immédiate était toujours de la faute à qui? À elle ou à Matt? Ce n'est qu'après que Norma lui eut prouvé qu'elle pouvait avoir des enfants normaux et que j'étais anormal, qu'elle cessa de vouloir me changer. Mais je pense que je n'ai jamais cessé de désirer être le garçon intelligent de son rêve, pour qu'elle m'aime. C'est drôle. À propos de Guarino, je devrais lui en vouloir pour ce qu'il m'a fait et pour avoir exploité Rose et Matt, mais je ne le peux pas, et je ne sais pourquoi. Après la première visite, il a toujours été gentil avec moi, toujours la petite tape sur l'épaule, le sourire, le mot encourageant que je ne recevais que si rarement. Il me traitait, même alors,
comme un être humain. Cela peut sembler de l'ingratitude, mais c'est l'une des choses qui me déplaisent ici, cette manière de me traiter comme un cobaye, les rappels constants de Nemours de m'avoir fait ce que je suis, ou qu'un jour il y en aura d'autres comme moi qui deviendront vraiment des êtres humains. Comment puis-je lui faire comprendre qu'il ne m'a pas créé? Il commet la même erreur que les autres quand il regarde une personne faible d'esprit et en rit, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a tout de même des sentiments humains dont il faut tenir compte. Il ne comprend pas que j'étais une personne humaine avant de venir ici. J'apprends à contenir mon ressentiment, à ne pas être si impatient, à attendre. Je suppose que je mûris. Chaque jour, j'en apprends de plus en plus sur moi-même, et mes souvenirs, qui ont commencé à surgir comme des vaguelettes, me submergent maintenant, telles d'énormes lames de fond. C'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. 8e partie. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.